Bonjour et bienvenue dans votre édition de l'après-midi au programme aujourd'hui. À Lissabillé, le club des jeunes entrepreneurs a inauguré la sixième foire régionale. Et l'actualité internationale nous conduit à Gaza où un rapport de Human Rights Watch accuse Israël de crimes contre l'humanité. Le club des jeunes entrepreneurs d'Ali Sebi a officiellement lancé hier la sixième édition de la foire régionale, un événement majeur qui se tient durant 3 jours dans le grand hall Huria, organisé par l'antenne ACJOC du club avec le soutien de la préfecture et du conseil régional. Cette foire met à l'honneur la créativité et l'innovation de la région. Cette rencontre populaire a rassemblé de nombreux jeunes entrepreneurs et des femmes artisanes venues aussi bien du chef-lieu que des localités rurales. Ils ont exposé leurs œuvres variées, allant des objets d'artisanat aux créations innovantes, témoignant de leur ingéniosité et de leur savoir-faire. La cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence de personnalités de premier plan, notamment Mme Safi Mohamed Ali Gadile, secrétaire d'État chargée des investissements, M. Hassan Mohamed Kamel, secrétaire d'État chargé des sports, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, préfet de la région, était également présent, Chalmaki Hassan Allah, président du conseil régional, ainsi que plusieurs députés et représentants d'organismes internationaux, dont M. Philippe Sankrepi, représentant du ICR à Djibouti. Et après les discours inauguraux, les invités d'honneur accompagnés des responsables locaux ont visité les différents stands. Prenant le temps de discuter avec les exposants, ils ont salué leur travail, encouragé leur démarche et acquis plusieurs produits suscitant enthousiasme et motivation parmi les participants. Cet événement a attiré un large public, hommes et femmes et enfants, ont exploré les stands avec curiosité, touchant et admirant donc les produits exposés. Ce rendez-vous annuel illustre l'extraordinaire dynamisme de la jeunesse d'Ali Sebi tout en renforçant le lien social et la fierté communautaire. Je vous propose à présent d'écouter un extrait du discours de M. Philippe Kouessan Sankrepi, représentant du ICR à Djibouti. Tous les efforts qui ont été mis pour cette foire, c'est vraiment incroyable. Pour moi, cela représente une mosaïque de support avec les réfugiés et la population haute, les femmes et les hommes, c'est vraiment une force. Je dis toujours que 100 km commence et j'invite aussi tous les collègues du système humanitaire, des Nations Unies et des ONG, de faire l'effort de venir participer à cette foire qui va aider nos frères et sœurs qui ont accueilli les réfugiés ici à Ali Sebi depuis des années. Je ne peux pas terminer sans dire aussi un grand merci, Chokran Katir, un grand merci au chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour la politique de porte ouverte de Djibouti, qui est vraiment un exemple dans le monde. Vous êtes et restez un géant de l'asile. Et suivons à présent tour à tour les interventions du président du conseil régional d'Ali Sebi et du préfet de la région. Tout d'abord, je voulais remercier Madame la ministre, Monsieur le ministre, de s'être déplacés pour assister à l'ouverture de la sixième foire de la région d'Ali Sebi. Je remercie aussi mon ami, le représentant des HR aussi, qui a tenu à rester et assister à cette foire. Donc je tiens aussi à remercier les ministères du commerce qui sont présents ici et surtout un engagement de la part du club des jeunes entrepreneurs de la ville de la région de Assadjo. Donc ce qu'ils ont montré aujourd'hui, ça montre leur engagement pour mettre en valeur les produits artisanaux, voire même semi-industriels, ce qu'ils ont produit. Donc pour cette foire aussi, nous avons eu les jeunes du LIC qui nous ont montré leur capacité et leur connaissance en matière d'art. Ce qui est bien, c'est la mise en valeur de produits et de connaissances des gens d'Assadjo en tout cas. Et nous remercions tous les contributeurs. Nous invitons aussi nos compatriotes et ceux qui se trouvent à Djibouti pour qu'ils profitent un peu de voir
les artisans ce qu'ils ont produit. Et ça va durer durant 3 jours. Profitez un peu des réalisations de nos artistes. Merci à vous. Écoutons à présent l'allocution de Mme Safia Mohamed Ali Ghazileh, secrétaire d'État chargée des investissements. Nous sommes venus pour encourager les producteurs, le savoir-faire d'Ali Sabieh. C'est capital pour leur motivation et nous sommes là pour leur informer, pour leur montrer de notre soutien pour leur développement et l'accroissement de leur activité. La région d'Ali Sabieh, stratégiquement positionnée. Produisez, travaillez, luttez contre le chômage, nous vous aidons. C'est normal, vous vous dites très bien, mais comment allons-nous faire pour développer les projets? Il vous faut des financements. Et pour les financements, nous sommes à vos côtés. Des projets techniquement réalisables, faisables et économiquement viables. Ces projets seront financés et c'est moi qui vous le dis en tant que secrétaire d'État en charge des investissements. Le chef de l'État a donné les instructions. Il faut que les régions se développent. Il faut qu'on diminue le chômage. Et cela, c'est ensemble que nous pouvons le faire. La région d'Ali Sabieh, en vue de créer des emplois, de lutter contre la pauvreté, elle a créé pour elle-même un emploi stable qui rémunère bien. Voilà un très bon exemple. Et elle emploie aussi les jeunes et les femmes d'Ali Sabieh. Faites comme elle, allez de l'avant, travaillez dur et nous vous accompagnons. Et dans un tout autre domaine, la semaine dernière, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, a clôturé un atelier de formation consacré à l'élaboration et à l'utilisation de nouveaux manuels scolaires de français et de mathématiques. Cet atelier organisé au Sheraton Hotel du 10 au 14 novembre visait à répondre aux besoins spécifiques des élèves et des enseignants dans les cycles primaires et secondaires. Experts et participants ont testé et évalué des modules innovants qui ont reçu un accueil favorable. Selon M. Ahmad Thiam, directeur et spécialiste du programme de l'UNESCO, les contributions des experts djiboutiens ont été d'une qualité remarquable. Il a recommandé donc l'adoption de ces modules par Djibouti, un pays pionnier en matière d'édition scolaire. Dans son intervention, le secrétaire général du MENFOP a rendu un hommage appuyé à Mme Louada Mohamed Issa, directrice générale du CRIPEN, pour son rôle clé dans la réussite de cet atelier. Il a également salué l'expertise nationale et a rappelé l'importance de poursuivre les efforts pour maintenir un haut niveau de qualité dans les curricula et manuels scolaires. Et M. Omar Thiam, donc directeur et spécialiste du programme UNESCO BI, a rendu hommage à l'engagement politique du ministère de l'Éducation nationale dans l'innovation pédagogique, qui est une priorité stratégique. On l'écoute. L'atelier que nous venons de tenir a permis de mettre à l'essai les 2 modules, formation à l'élaboration et formation à l'utilisation de manuels de français et de mathématiques, avec l'implication des participants dans une dynamique co-constructive. L'objectif était de les adapter aux réalités de la République de Djibouti et aux besoins des enseignants et des élèves dans une perspective d'innovation pédagogique et d'amélioration continue de l'enseignement du français et des mathématiques au primaire et au secondaire. Et enfin, une autre proposition qui est ressortie de notre discussion et qui a été évoquée en début de semaine avec le ministre, c'est l'intégration progressive de l'histoire générale de l'Afrique dans les curricula. Et là, nous avons une formidable opportunité avec la révision des programmes du secondaire. Ce point également, je l'aborderai, Inch'Allah, dès la semaine prochaine avec le directeur du BIE pour qu'on puisse remettre cela sur la table et accélérer donc le processus. Sur ce, je voudrais conclure en remerciant non seulement le ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle pour la bonne collaboration avec toute la famille de l'UNESCO
et également pour son appui de tout le temps. Et de son côté, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a, dans son intervention, rappelé l'expérience avérée de la République de Djibouti en édition scolaire, tout en appelant à toujours s'améliorer et à progresser. On l'écoute. La conception des manuels, ce n'est pas une nouveauté pour Djibouti. C'est une expérience qui date de 30 ans. Dans les années 90, on a commencé à mettre en place les CRIPED et on a commencé à produire les premiers manuels, les Cabri et les Chacals. Mais ensuite, à partir des années 2000, donc on a vraiment mis en place une réelle politique de conception, d'édition et de production des manuels scolaires avec un programme totalement national et une production totalement nationale. Ce qui fait de Djibouti peut-être une exception parce que nous produisons nos propres manuels de la classe de préscolaire jusqu'au terminal avec nos propres copyrights et donc avec nos droits d'auteur. Ce qui fait peut-être, je ne sais pas si c'est une exception, mais en tout cas, un des rares pays francophones à disposer de ces droits-là. Et je crois à ce niveau-là, nous sommes peut-être aussi un exemple. Parce que, dès le départ, il y a eu une volonté politique de doter les pays des outils d'enseignement adaptés au contexte national, à la culture de notre pays, mais aussi aux besoins d'évolution de notre société. Mais cette expérience s'accumule au fil des années. Et donc, au bout de 20 ans maintenant, ou 24 ans même, nous avons une expérience très avérée. Et nous retrouvons l'appel à la prière. Restez avec nous. Et écoutons donc quelques réactions recueillies par nos équipes auprès des participants de cet atelier. Ce matin, nous avons discuté un peu sur certains contenus de nos deux modules de formation. Et au cœur de ces discussions très chaudes, c'était la question de la responsabilité de l'enseignant, et les limites de sa liberté, parce que le manuel est un outil d'aide pour pouvoir bien préparer les leçons, préparer les cours, pour pouvoir avoir l'adhésion des apprenants et pour qu'ils puissent se développer des compétences, se construire des savoirs. Et pour cela, l'enseignant peut utiliser le manuel, mais aller aussi au-delà du manuel pour compléter quand il s'agit de thèmes très innovants. Se passe l'atelier, nous sommes très satisfaits. Il y a eu des apports très importants, très pertinents de nos collègues sur certaines parties, notamment par exemple sur le guide, nous parlons de la définition du manuel, du guide pédagogique ou d'autres notions qu'on a demandé de revoir, de synthétiser et aller directement au contenu des modules. Nous avons très bien noté. Ce sont des apports comme ça que nous sommes venus chercher à Djibouti. Dans l'actualité également, le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a présidé hier une cérémonie de remise de certificats aux gendarmes du GIGN djiboutien. Cette cérémonie qui marquait la fin d'une formation spécialisée sur la protection des personnalités en zone hostile a été l'occasion de valoriser les compétences acquises par les participants grâce à l'expertise du GIGN français. Les stagiaires ont présenté une démonstration en conditions réelles avant de recevoir leur certificat des mains du colonel Zakaria Hassan Aden. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du partenariat entre les gendarmes françaises et djiboutiennes, visant à renforcer les capacités des forces de sécurité locales. Et pour clôturer cet événement, une photo de groupe a été prise symbolisant l'esprit de camaraderie et de coopération qui anime ces deux institutions.
Eh bien, cette initiative s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la gendarmerie nationale et la gendarmerie française. Eh bien, cette cérémonie a marqué la fin, on le rappelle, d'une formation spécialisée sur la protection des personnalités en zone hostile, sur la protection des personnalités en zone hostile a été l'occasion de valoriser les compétences acquises par les participants grâce à l'expertise du GIGN français. Un autre moment marquant de l'actualité a été la signature d'un protocole d'accord entre le Croissant-Rouge de Djibouti et l'Agence nationale de la météorologie. Cet accord vise à renforcer la gestion des crises climatiques en combinant l'expertise humanitaire du Croissant-Rouge et les données météorologiques précises de l'agence. Ce partenariat permettra d'améliorer l'anticipation des catastrophes et d'offrir une meilleure protection aux populations vulnérables grâce à une action humanitaire plus réactive. Les responsables des deux institutions ont exprimé leur satisfaction et souligné l'importance de cette alliance stratégique pour accroître la résilience des communautés djiboutiennes face au changement climatique. Écoutons à présent un extrait de l'intervention de M. Mohamed Ismaël Nol, directeur de l'Agence nationale de la météorologie, suivi de celle du directeur du Croissant-Rouge. Aujourd'hui, nous marquons un moment clé avec la signature du protocole d'accord entre le Croissant-Rouge et l'Agence nationale de la météorologie. L'Agence nationale de la météorologie, le Croissant-Rouge existe depuis août 1977 et la météo depuis 1901. Et aujourd'hui, c'est un jour historique. Ces partenariats visent à renforcer notre capacité et à anticiper et répondre aux crises climatiques en combinant l'expertise humanitaire du Croissant-Rouge et les prévisions météorologiques de l'Agence nationale de la météorologie. Grâce à cette collaboration, nous pourrons mieux protéger les populations vulnérables en fournissant des informations à temps réel et ajustant nos actions d'urgence avec plus de précision. Ensemble, nous renforçons nos capacités collectives à répondre aux besoins humanitaires et à limiter les pertes humanitaires, les pertes humaines plutôt, et matérielles, tout en contribuant à la résilience des populations face au changement climatique. Et voici à présent le mot du directeur général du Croissant-Rouge. En tant que président du Croissant-Rouge de Djibouti, de vous recevoir ici, au siège du Croissant-Rouge de Djibouti, pour signer cette convention importante qui nous permet, nous, en tant qu'auxiliaires de pouvoir public dans le domaine humanitaire, de travailler avec une institution aussi importante dans la prévision des météorologiques. Les prévisions qui sont extrêmement importantes compte tenu des changements climatiques que nous observons ces dernières années et qui a quand même des conséquences extrêmement importantes dans notre pays qui alternent la sécheresse et les inondations. Human Rights Watch accuse Israël de crimes contre l'humanité à Gaza, citant des déplacements forcés, des destructions massives et appelant à des sanctions internationales. La suite avec Fardos Hussein. Israël a commis des crimes contre l'humanité à Gaza dans un nouveau rapport de 154 pages publié jeudi par l'ONG Human Rights Watch qui estime qu'Israël a commis des crimes contre l'humanité à Gaza et que les autorités israéliennes sont responsables de déplacements forcés massifs et de destruction généralisée. De fait, Human Rights Watch considère que la communauté internationale devrait imposer des sanctions ciblées et d'autres mesures et mettre un terme aux ventes d'armes à Israël et que le procureur de la Cour pénale internationale, la CPI, devrait enquêter sur les déplacements forcés causés par Israël et la violation du droit au retour des personnes déplacées en tant que crime contre l'humanité. Pour aboutir à ces conclusions, Human Rights Watch a mené des entretiens avec pas moins de 30
69 Palestiniens déplacés, analysé le système d'évacuation mis en place par Israël, notamment en examinant 184 ordres d'évacuation et examiné des images satellites qui confirment la destruction généralisée et vérifié des vidéos et des photographies d'attaques contre des zones de sécurité et des voies d'évacuation désignées comme telles. Depuis, plus de 43 500 personnes ont été tuées, principalement des femmes et des enfants, et plus de 100 000 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires palestiniennes. Israël est accusé de perpétrer un génocide en Palestine devant la Cour internationale de justice. Et à l'étranger, toujours la COP29 met l'accent sur le financement climatique avec un besoin estimé à 1300 milliards, 1300 milliards donc d'ici 2035 et des appels à des engagements renforcés. Explication. Une 4e journée sur le thème du financement de la lutte climatique. Un nouveau rapport publié jeudi par le groupe indépendant d'experts sur le financement du climat suggère que le financement nécessaire pour faire face au changement climatique pourrait atteindre 1300 milliards de dollars d'ici 2035. Les petits États insulaires en développement sont en première ligne de la crise climatique et le rappel est crucial dans les négociations. Pour la première fois depuis le début du sommet, les défenseurs du climat ont été autorisés à manifester jeudi dans l'enceinte de la COP29. Outre la réduction des émissions, ils exigent que les pays développés renforcent leur engagement. Des annonces plus concrètes devraient avoir lieu lundi à la COP29 après l'arrivée des ministres de gouvernement du monde entier à Bakou. Et merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce soir à 22h pour notre prochaine édition. Passez un excellent après-midi et à bientôt.